Bonsoir. Donc, tout d'abord, merci d'être venu. Ça, c'est les notes de Pierre. Donc, ce soir, nous allons parler de la GDPR. C'est un sujet qui fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Et comme Uniwan est acteur de la sécurité, on ne pouvait pas ne pas en parler. Mais quand on regarde de plus près, le sujet est un sujet définitivement juridique et organisationnel, même si on a des solutions techniques à vous proposer ce soir. Donc, Uniwan s'est associé à l'entreprise GDPR Agency, comme son nom l'indique, a réellement fait un focus là-dessus. Et nous aurons l'occasion d'avoir différentes visions juridiques, organisationnelles et des bonnes pratiques en matière de GDPR. Et quant à moi, je vous expliquerai le petit truc technique qu'on a qui va permettre de faire ça beaucoup plus facilement. Voilà, merci. Bonsoir. Tout d'abord, la conférence étant prévue d'une durée d'1 heure, je pense que ce sera assez court pour cerner tout le sujet. Donc n'hésitez pas, après la conférence, à nous poser des questions ou à revenir vers nous si jamais vous n'avez plus réponse à toutes vos questions. Alors tout d'abord, pourquoi cette conférence ? En 2013, le patron du FBI, M. Mueller, déclarait il y a 2 types d'entreprises, celles qui ont été piratées et celles qui vont l'être. C'est vrai que depuis l'avènement du big data et la prise de conscience de la valeur des données, la cybercriminalité a connu une hausse très très significative. Dans une étude, PwC estimait cette hausse à 60% entre 2014 et 2015. Alors cette cybercriminalité est plutôt ciblée maintenant, non pas sur les virus et les spams comme c'était le cas avant, mais principalement sur le vol de données, données personnelles, données relatives aussi au secret d'affaires, à la propriété intellectuelle et aussi au ransomware. Le ransomware, c'est une pratique qui consiste à vous demander une rançon pour la remise en service de votre système informatique ou de la libération des données qui vous ont été volées. Alors on se rappelle de plusieurs cas qui ont été fortement médiatisés, comme Ashley Madison, Sony ou Orange, qui ont subi de forts préjudices d'image et financiers suite au vol de leurs données et leur divulgation. On a aussi des cas plus proches de chez nous, comme Numéricable, Mensura ou Domino Pizza. Alors Mensura, c'est un bel exemple qui n'a pas été très médiatisé, mais que Christian Dereau va brièvement vous commenter, parce qu'elle met bien en image ce que pourrait apporter le GDPR et ce que le GDPR aurait pu apporter à l'époque. En fait, Mensura, je pense que la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, en tout cas en termes de piratage. On ne va pas vous bassiner avec tous les problèmes de hacking, on en entend régulièrement dans la presse, mais celui-là, il vaut la peine d'être un peu évoqué, parce que Mensura, on pense toujours ce gros machin qui fait le traitement de la protection des travailleurs, etc. Et il y a aussi une partie branche mutuelle, je pense. Mais ici, il s'agit d'une ASBL qui gère juste la partie de l'absentéisme. Donc les médecins contrôlent que vous, peut-être employeur, vous avez déjà utilisé pour voir ce qui se passe. Eh bien, vous avez peut-être fait appel à leur service. Eh bien, fin 2014, pas eux, leur sous-traitant, celui qui héberge le site web, s'est fait hacker. Et toutes les données du contrôle d'absentéisme se sont retrouvées dans la nature. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pirate a demandé une rançon de plusieurs milliers d'euros. Ils ont dit non, ils ont eu raison d'ailleurs, c'est un autre débat, mais ils ont eu raison. Et toutes ces données ont été mises à disposition, ce qu'on appelle le dark web. N'importe qui pouvait y avoir accès. Et il y avait des données quand même vachement sensibles là-dedans. Vous en voyez une ici, qui sont en fait simplement un commentaire d'un employé de Mensura qui a dit voilà ce qui s'est passé. Et là-dedans, on retrouvait toutes les données d'identification de l'employé qui étaient contrôlées, y compris son numéro national, donc on avait jusqu'à sa date de naissance, les coordonnées de l'employé qui était le commanditaire, donc l'employé RH du client, donc on avait aussi le nom du client de Mensura. Bref, c'était quand même une belle pagaille. Alors, ce qui est intéressant, c'est la taille de la société. Entre 20 et 50 personnes, j'étais voir ce matin sur les déclarations au niveau de la BCE. Donc c'est une entreprise de petite taille finalement, avec des conséquences qui sont extrêmement graves en termes de notoriété. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils ont notifié, alors c'est pas obligatoire aujourd'hui, ils l'ont notifié à l'autorité de contrôle qui est la CPVP, donc la Commission de vie privée. Avec le GDPR, ça sera obligatoire, mais aussi ce qui va être obligatoire lorsqu'il y a un risque pour l'individu, et là il y en avait, c'était de prévenir chaque individu que ces données se baladent dans la nature. Donc vous imaginez, avec le GDPR, ce qui se serait passé pour Mensura, s'ils avaient dû faire ces démarches, en termes de notoriété, c'était une véritable catastrophe.
Alors, pour en revenir un petit peu aux chiffres de piratage, pour avoir une idée de ce qui se passe en Europe, on constate qu'au Royaume-Uni, 38% des entreprises ont subi un piratage sur ces 12 derniers mois, 36,8% en Belgique, 36,5% en Espagne. Ça, c'est toute entreprise confondue. Hein. Donc, si on fait un petit focus sur les PME, ça, c'est les chiffres que j'ai relevés à Londres ce week-end. 43% des petites entreprises ont fait l'objet d'un piratage en 2016 au Royaume-Uni. Hein. Donc pourquoi les petites entreprises sont plus sujettes éventuellement à un piratage? C'est tout simplement parce qu'elles en ont moins de moyens que les grandes pour se protéger, qu'elles ont moins conscience du risque qu'elles encourent, alors qu'elles hébergent autant de données à caractère sensible, qu'elles soient privées ou propriété intellectuelle, que les grandes entreprises. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de piratage parce que c'est une menace externe, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la menace interne est très, très importante aussi. Voilà. Un tiers des employés qui quittent une entreprise déclarent qu'ils la quittent en emportant avec eux des données sensibles. Et 51% des travailleurs européens se serviraient dans la base de données des clients de leur entreprise. Donc c'est quand même conséquent, quoi. Ils le font soit sur base de copie d'écran, soit avec une clé USB, ils recopient des bases de données, ou ils interrogent les fichiers en SQL. Donc on voit que la valeur des données est stratégique et que même maintenant, donc, vos fournisseurs vendent, ou en tout cas désirent vendre vos données. C'est le cas de Proximus qui souhaite vendre les données de leurs clients, mais c'est aussi le cas de certaines communes en Belgique qui voudraient vendre les données de leurs citoyens. Donc la convoitise est de toutes parts, hein, au niveau de l'extérieur pour les hackers et les pirates, en interne vos employés, vos fournisseurs, le manque de moyens aussi des petites entreprises pour se protéger. À ça s'ajoutent aussi les mauvaises pratiques de certains acteurs. Par exemple, ici, on a deux mails qu'on a reçus d'Actiris et de la CPVP, donc la Commission de la vie privée, où ils ne prennent même pas la peine de chiffrer les mots de passe dans leur base de données. Les mots de passe arrivent en clair, quoi. Donc, ça, ce sont des mails qu'on a reçus en 2016. Donc, c'est bien pour prouver qu'avec toutes ces menaces et l'enjeu de la valeur des données, il était grand temps que le GDPR arrive pour normer et donner un cadre commun à tous les acteurs du sujet. Christian va maintenant vous expliquer notre approche. Alors, ce qu'il y a de particulier, évidemment, avec le GDPR, il y en a quelques-uns qui s'en sont déjà préoccupés, je crois, c'est qu'il faut mobiliser pas mal de compétences qui sont des compétences qui, a priori, ne sont pas faites pour parler ensemble. Hein. Il y en a peut-être qui étaient à la conférence d'Infopol la semaine passée, où on disait qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a les hommes, les juristes et les informaticiens. Ils ne parlent pas ensemble. Et là, en fait, pour le GDPR, c'est exactement ce qu'on a besoin. On a besoin de mettre en commun le juridique, l'organisationnel et le technologique. Donc, je ne sais pas si vous avez ça dans vos entreprises, mais ça me paraît, a priori, quand même assez compliqué. Et donc, en fait, je crois que c'est la mise ensemble de ces compétences, en commun, de la mobilisation de ces compétences qui va faire la réussite d'une conformité en GDPR. Et donc, on remercie encore Uniwan de nous avoir invités dans cette présentation, et Maître Smet, qui va bientôt vous parler du cadre juridique du GDPR, parce que c'est vraiment avec la mobilisation de l'ensemble de ces compétences que vous allez pouvoir réussir votre mise en conformité. Maître Smet, je vous laisse la parole pour le cadre juridique. Alors, que nous dit le GDPR ? Que doit-on retenir du GDPR ? Déjà, d'abord, la date du 28 mai 2018, parce que c'est la date à laquelle vous êtes censé être mis en conformité. Sinon, il y a des sanctions maintenant à la clé. La deuxième chose à retenir, c'est que le GDPR s'applique à toute entreprise, que je sois un petit indépendant, que je sois une société, quelle que soit sa taille, que je sois une administration, une école. À partir du moment où, dans mon activité de base, je suis amenée aussi à faire du traitement de données, je suis concernée par le GDPR. Donc, je dois respecter les engagements, les contraintes émises par le GDPR. Et alors, le GDPR a aussi quelque chose d'étonnant, c'est qu'il a une portée mondiale. C'est-à-dire que même si
l'entreprise ou le responsable de traitement ne se trouve pas dans un territoire de l'Union européenne, il se trouve dans un pays tiers. Mais à partir du moment où des services et des biens sont offerts à des résidents dans un territoire de l'Europe, avec un traitement donné de l'Europe, eh bien, la société tierce doit respecter, se mettre en conformité avec le règlement. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Microsoft vient de signaler qu'il s'est mis en conformité avec le règlement européen. Alors, l'objectif donc de ce règlement, c'est surtout de renforcer la protection des données privées, donc la protection de l'individu. Pour cela, il a donc accru des droits. Il y a des droits donc supplémentaires par rapport à la loi de 1996 sur la vie privée. Et en contrepartie de ces droits, il y a aussi une responsabilité qui est accrue pour le responsable de traitement, avec une responsabilité accrue pour le sous-traitant du responsable de traitement. Donc ils sont maintenant mis tous les deux au même niveau de la responsabilité. Ils ont donc une responsabilité conjointe. Donc je vous invite à vraiment bien vérifier maintenant vos contrats conclus entre le responsable de traitement et le sous-traitant, compte tenu donc de cette responsabilité conjointe. Alors, donc, bon, traiter, je rappelle rapidement que traiter, c'est très large. Ça concerne récolter, modifier, supprimer, rectifier, photocopier, etc. Ça, c'est le traitement. Le responsable de traitement, c'est le chef d'entreprise, c'est la personne qui définit les moyens et les finalités de l'opération de traitement et qui décide de mettre en application. Donc, autrement dit, c'est le chef d'entreprise. Même si à l'intérieur de la société, il désigne une personne X, mais c'est donc la responsabilité, c'est l'entreprise. Et le sous-traitant, c'est une personne physique ou une personne morale, peu importe, mais qui agit au nom et pour compte du responsable de traitement. C'est donc un tiers. Donc, ce n'est pas un département à l'intérieur de la société, comme on peut croire que ce serait le département informatique. Non, c'est un tiers qui est donc un sous-traitant. Alors, donc les choses qui sont fondamentales, c'est cette responsabilité accrue et que si on ne fait pas les choses dans les règles de l'art, eh bien maintenant, il y a des sanctions qui sont à la clé. Donc, l'autorité de contrôle belge qui s'appelle la Commission vie privée a maintenant le pouvoir de sanctionner. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle avait un rôle en cas de plainte, elle avait un rôle de médiation, de médiateur. Maintenant, elle aura un rôle de sanctionnateur. Alors, quel type des sanctions? Le règlement a prévu 2 niveaux de sanctions, donc des sanctions moins graves. Les cas de sanctions moins graves sont cités dans le règlement. C'est par exemple, dans les moins graves, c'est de ne pas tenir un registre des données quand c'est obligatoire. C'est par exemple ne pas coopérer en cas de contrôle avec l'autorité de concurrence. Là, les sanctions, considérées comme mineures, vont jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial, ou consolidé si vous êtes en groupe, de l'exercice précédent. Et puis alors, il y a d'autres types d'infractions qui sont donc plus importantes, où là, le règlement prévoit donc que là, la sanction, elle sera doublée, elle peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires, et on retient chaque fois le montant le plus élevé à titre de sanction. Alors, les droits, je vais parler rapidement des droits nouveaux accordés en plus de la loi 96. C'est essentiellement, je restais collée au micro, c'est essentiellement, par exemple, le droit à l'oubli. Ça avait déjà été consacré donc par des décisions de justice qui ont été maintenant transposées dans le règlement. Alors, je ne sais pas si vous savez exactement ce que veut dire le droit à l'oubli. Je vous donne un exemple. Le premier cas qui est apparu où la Cour de justice a donc fait apparaître cette consécration du droit, c'est en 2014, avec un citoyen, donc, c'est l'affaire Google Spain. C'est donc un citoyen espagnol qui avait à l'époque eu des soucis financiers et avait fait l'objet donc d'une saisie immobilière parce qu'il devait payer ses créanciers. Et son affaire avait été relatée dans un journal local. Et puis voilà, des années qui passent, je crois bien plus de 7 à 8 ans, et il se remet à taper son nom sur Google, et boum, le moteur de recherche le renvoie de nouveau sur l'article de presse. Donc évidemment, il n'est pas heureux,
il demande à Google de supprimer, Google refuse, donc s'ensuit alors toute la procédure, et c'est dans le cadre de cette procédure qu'a été consacré le droit à l'oubli. Pourquoi ? Parce que avoir gardé de telles données, on a estimé, la Cour de justice a estimé que c'était donc plus pertinent, donc c'était excessif et plus pertinent. Donc, parce qu'en fait, dans ces droits, ces différents droits, ce ne sont jamais des droits absolus. On fait toujours une balance des intérêts entre le responsable de traitement qui désire garder l'info et la personne concernée. Et donc ici, dans le cas de Google Spain, on a estimé que là, c'était excessif et donc au détriment, et ça portait atteinte donc, à la protection vie privée. Un autre droit qui est important, c'est le droit à la portabilité. Donc ça veut dire que maintenant, la personne qui a donné ces données au responsable de traitement, si elle désire un jour les transférer à un autre responsable de traitement à qui elle a donné son consentement, eh bien, il faut obtempérer dans les meilleurs délais. Et il faut surtout, dit le règlement, c'est qu'il faut permettre le transfert dans un format ou une structure qui permet en tout cas l'interopérabilité, c'est-à-dire de permettre la réutilisation des données. Donc on ne demande pas que techniquement ce soit compatible, mais en tout cas ce soit interopérable. Et alors, je vais quand même aussi parler dessus, le consentement aussi, avoir le consentement, c'est quelque chose donc d'essentiel. Le consentement, vous l'avez donc par un acte positif et non plus le précauchement. Hein. Ça doit être un acte positif, clair et univoque. Donc, il faut garder la trace de ça, si vous voulez éviter en cas de contrôle des soucis. Et alors, ou alors par exécution de contrat. Donc, voilà les choses essentielles. Il y a aussi un passage qui concerne les données sensibles, là où on demande une protection donc supérieure encore. Donc les données sensibles, ce sont celles qui se rapportent à l'origine raciale, aux données génétiques, biométriques, aux opinions philosophiques, religieuses, syndicales et autres. Et les données, si jamais il y a des données qui concernent des enfants de moins de 16 ans, il est clair que là, il faut absolument obtenir le consentement de l'autorité parentale ou du représentant légal. Donc voilà, en gros, je vous ai donné en gros les droits nouveaux qui sont accordés à la personne physique, plus aussi la possibilité maintenant d'introduire des recours, si jamais donc, il n'est pas content avec une décision et une violation, la possibilité d'avoir de vrais recours juridictionnels efficaces. Alors, à côté évidemment de tous ces droits, eh bien, la contrepartie, c'est qu'il y a la responsabilité, comme j'ai dit, accrue, dans laquelle on vous demande, le chef d'entreprise, le responsable de traitement, déjà dès la conception, donc avant de lancer son opération de traitement, donc imaginons que l'idée est de faire une campagne de marketing, eh bien, avant de lancer la campagne marketing, il y a tout un travail préalable qu'il faut faire, d'analyse, de déterminer quel type de données vous allez récolter, pour quelle finalité, comment vous avez reçu les données, la durée de la conservation. Tout ça, ce sont des éléments que vous devez en tout cas réfléchir et l'impact aussi que ça pourrait donner au niveau de la protection donc, de la vie privée. C'est un travail préalable avant de lancer le traitement. C'est ce qu'on appelle en fait, ce sont les deux facettes du principe de accountability, qui est le principe de la responsabilité by design et by default. Donc, on demande maintenant aux responsables de traitement de faire une démarche préventive, pragmatique et proactive. En respectant tous ces principes, vous avez donc la possibilité de vous mettre en conformité. Les contraintes, plus précisément, donc, concernent de tenir ce fameux registre des données. Alors, c'est une obligation lorsqu'on est déjà une entreprise de plus de 250 personnes. Mais j'ajoute tout de suite que le règlement prévoit encore d'autres hypothèses quand il faut tenir ce registre des données. Donc, vous avez défini la catégorie, la finalité, la durée, les destinataires et tout ça. C'est aussi lorsque vous faites un traitement de données qui n'est pas occasionnel. Donc, parfois, le texte est vague et donc là, on attendra peut-être des précisions, soit par des lignes directrices du groupe 29 ou des lignes directrices nationales ou de la jurisprudence. Donc, si le traitement n'est pas occasionnel, donc par exemple, est-ce que si je suis une société qui fait une campagne de marketing 2 fois par an, est-ce que c'est de l'occasionnel ou pas de l'occasionnel? Question. Donc voilà. Et puis aussi, si on fait un traitement qui peut comporter un risque. Mais je dirais que
très souvent, j'ai plutôt tendance à dire qu'il y aurait un risque. Donc déjà, moi, par prudence, je tiendrai quand même ce registre des données, par sécurité. L'analyse d'impact, là, donc, vous devez faire donc, de la gestion des risques avant de lancer votre traitement de données. Et là, cette analyse, elle est obligatoire aussi dans le cas de risques élevés, donc toujours cette analyse préventive. Mais encore une fois, aussi, je dis, par sécurité, si vous avez des doutes, rien ne vous empêche aussi de poser la question à la commission vie privée si vous devez faire ou non cette analyse d'impact. Parce que ce n'est pas toujours évident de savoir si je suis dans l'obligation de la faire ou pas. Et alors, il y a aussi l'obligation de nommer un DPO. Le DPO, c'est le Data Protection Officer. Voilà donc un nouveau métier sur le marché. Ça peut être une personne physique ou une personne morale, peu importe. Mais le rôle de ce DPO, c'est en fait de vérifier, informer et conseiller le responsable de traitement que ce qu'il est en train de faire, il l'est fait dans les règles de l'art, par rapport donc au règlement. Cette mission est une mission en totale indépendance. Donc, il n'a aucune instruction de recevoir de qui que ce soit. Le DPO peut être désigné à l'intérieur de l'entreprise. Donc, vous pouvez très bien demander, par exemple, avec votre responsable, vous avez signé un contrat avec un contrat de travail pour être responsable, le DRH, et vous pouvez très bien lui demander, tiens, à côté de ta mission, de ton travail de DRH, tu veux bien faire la mission de DPO. C'est tout à fait compatible, c'est pas interdit. Mais ça peut aussi être, donc, une institution externe, une personne physique ou une personne morale externe. J'ai un petit souci, personnellement, quand il s'agit d'un DPO en interne, parce que j'y vois là la possibilité d'avoir un conflit d'intérêts. Pourquoi ? Parce que, donc, si le DRH fait le DPO de temps à autre quand on lui a demandé, et que, comme il est tout à fait en totale indépendance, il peut émettre un avis qui ne va peut-être pas faire nécessairement plaisir au responsable du traitement, donc à l'entreprise. Et l'entreprise dit, dans ces cas-là, moi, j'ai plus envie de toi, je vais te virer. Mais pour le virer, il va falloir trouver une raison dans le contrat de travail. Voilà. Donc, il y a un petit souci, il y a ce souci-là que moi, personnellement, je vois. Et que donc, j'ai plutôt une préférence par tranquillité de faire plutôt choix d'un DPO externe. C'est le DPO qui est aussi la personne de contact entre les différentes autorités et qui est donc informé des violations, mais ce n'est pas lui qui notifie les violations donc sur les données. La fuite des données, ce n'est pas lui, c'est le responsable de traitement ou le sous-traitant. Et n'oubliez pas que si on ne le fait pas, il y a une sanction qui est à la clé. Alors, tout le monde ne doit pas désigner un DPO. De nouveau, les textes sont assez larges. Le DPO, il faut le désigner si je suis une entreprise publique ou si je fais un travail, donc je fais un travail régulier, systématique et à grande échelle. Donc, encore une fois, je prends l'exemple. Si je fais donc une campagne de manière très régulière, je suis une ASBL 2 fois par an, je fais une campagne nationale pour obtenir des dons, voilà, de quoi après faire ma tombola. Est-ce que je rentre dans ces critères ? Je fais ça régulièrement, je fais ça de manière systématique parce que donc je le fais dans le cadre donc d'un plan stratégique ou autre, ou bien par un procédé organisé et méthodique. Et à grande échelle, ce sera là du cas par cas, parce que là, le règlement ne dit absolument rien comme critère. C'est quoi à grande échelle ? Donc on dira, ce sera du factuel à voir au cas par cas, si d'ici là, on n'a pas plus de précision par des lignes directrices ou des décisions de la commission vie privée. Donc voilà, vous connaissez maintenant les nouveaux droits, vous connaissez les nouvelles contraintes, en sachant qu'il y a les amendes à la clé. Il faut maintenant mettre en place vos solutions techniques, organisationnelles et contractuelles. Donc, vraiment, j'insiste à revoir vos contrats, tous les contrats, avec les travailleurs, si vous avez donc engagé des personnes, avec vos sous-traitants, avec vos fournisseurs. C'est très important. D'ailleurs, je dis vite en passant qu'il y a une décision du Conseil d'État français qui est sortie en disant oui, le contrat que vous faites avec entre responsable de traitement et le sous-traitant en disant qu'il doit garantir une protection efficace et adéquate.
a estimé que ça n'était pas suffisant, ça ne dispensait pas la personne de faire une audit chez le sous-traitant pour savoir s'il avait vraiment une protection efficace. Donc voilà. Alors juste un dernier mot concernant le transfert des données. Si je veux transférer les données, parce que ça peut arriver, si je mets un département, je décide qu'un département va s'occuper, qui est installé ailleurs qu'en Belgique, va s'occuper, et je choisis par exemple le Maroc, va s'occuper de faire ma campagne de rappel, eh bien, normalement, quand je transfère des données en dehors de l'Union européenne, le principe, c'est l'interdiction. Je ne peux pas le faire et il y a la sanction. Je peux le faire qu'à plusieurs conditions. D'abord, me renseigner si le pays où je vais transférer les données a une législation dont la protection est comparable et la même que la nôtre. Cette liste des pays existe sur le site donc, de la Commission vie privée. Si la législation n'a pas été reconnue par la Commission européenne et dont la liste se trouve sur le site de la Commission privée, il faut alors que vous ayez dans votre contrat de transfert mis des clauses contractuelles types qui ont été validées par la Commission européenne. C'est ça qui vous donne le feu vert de pouvoir faire le transfert et de ne pas avoir les amendes. Donc, vous avez aussi les modèles des clauses contractuelles types qui sont sur site Internet. Et si c'est dans un groupe, dans le groupe même de la société, voilà, votre société qui est au Maroc appartient à votre groupe, là, vous avez alors des BCR, c'est-à-dire des BCR rules, les Binding Corporate Rules, c'est les règles internes du groupe qui ont bien entendu dû être, avant votre transfert, être validées par la Commission européenne. Si vos BCR ont été validés par la Commission européenne, il n'y a pas de souci, vous pouvez transférer. Voilà, c'était là. Et alors, avec les États-Unis, là, c'est particulier dans le sens que là, il faut que l'entreprise qui se trouve aux États-Unis rentre dans les critères du Privacy Shield, donc qui est donc les garanties concernées et acceptées par la Commission européenne qui se trouve dans les Privacy Shields. Maintenant que vous connaissez ces nouveaux droits, les nouvelles contraintes pour le responsable de traitement et le sous-traitant, avec les sanctions à la clé, ben, vous allez dire OK, et que vous savez que vous êtes concerné, quelle que soit votre taille. Tout ça, c'est très bien, mais comment je fais? Par quoi je commence? Eh bien là, c'est Christian qui va vous le dire. Alors, je vais faire la liaison aussi avec la problématique des transferts. Parce que, je suis désolé, je suis plus grand. Je pense que vous êtes plusieurs à utiliser des données, des services aux États-Unis, et vous ne le savez peut-être pas, en fait. Ça, c'est un des gros problèmes, c'est est-ce que vous savez où se trouvent vos données? Donc, je parie qu'ici, allez, un tiers de la salle qui utilise MailChimp, peut-être pas sans le savoir d'ailleurs, parce que c'est peut-être votre service marketing ou votre sous-traitant, ou votre web agency qui fait vos newsletters, et ils utilisent un de ces logiciels qui est là. Alors, dans le cas des États-Unis, comme l'a dit Dominique, c'est moins grave, parce qu'en plus, ces grands groupes font tout ce qu'ils peuvent pour se mettre en ordre, mais faites bien attention, où sont mes données? Parce que je parie qu'il y en a dans cette salle, ils ne savent pas où se trouvent leurs données, et donc il y en a peut-être qui sont déjà à l'étranger. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le GDPR? Alors, ici, on a pris un modèle, je vais accélérer, on a pris un modèle assez simple, qui est le modèle proposé par la CNIL, qui se fait en 6 étapes. Le modèle de la CPVP, que je vais évoquer très brièvement, qui est en 13 étapes, ça n'a pas tellement d'importance. Mais c'est pour vous dire qu'il existe une documentation sur Internet qui vous permet déjà de voir à peu près tout ce qu'il faut faire, en sachant que le premier point, c'est la gouvernance. C'est d'abord faire en sorte que l'entreprise se mobilise pour y arriver. Nommer un responsable de traitement si ce n'est pas fait, inviter ce responsable de traitement à faire partie du board ou en tout cas d'être très très proche de la direction et mobiliser toute une série d'acteurs si vous en avez dans l'entreprise, comme la direction marketing bien entendu et votre direction ou le responsable informatique, même s'il est extérieur, votre web agency, mais il faut vraiment se mettre en ordre de marche. Et alors après, oula, j'ai un peu trop vite. Je suis désolé, je reviens un peu en arrière. L'étape suivante, c'est de faire un état des lieux. C'est de voir où est-ce que vous en êtes. Parce qu'en fait, voilà, par exemple, je vous ai parlé de l'endroit où se trouvent vos données. Bon, vous ne le savez peut-être pas. Ben, évidemment, il faut aller voir où elles sont. Faire l'inventaire des différents traitements que vous utilisez. Alors, un traitement, c'est parfois énorme. Hein, parce que gestion des prospects, ça peut être des collectes de données sur Internet, ça peut être aussi une newsletter. Donc,
que vous faites tous les mois, c'est de temps en temps prise encodage de coupons sur un salon. Bref, on ne peut pas se limiter et dire mon traitement, c'est la gestion des prospects. Il y a probablement autour des sous-traitements. Chaque traitement, il y a un certain nombre de données. Ces données sont segmentées. Il faut voir qui a accès, s'assurer que le comptable n'a pas forcément accès aux données marketing et inversement. Bref, il y a tout un inventaire de faire. Les flux, voir quand transitent les données, où elles vont, et les finalités, comme en a parlé Maître Smeet. Donc, savoir à quoi vont servir ces données. Est-ce que je n'en collecte pas de trop, hein, parce que l'exemple, le bateau qu'on vous donne tout le temps, sans doute, c'est la lampe de poche que vous me chargez sur votre smartphone. Et là, on vous demande si on est d'accord d'utiliser le GPS. Bon, a priori, ça ne fait pas partie de la finalité nécessaire pour allumer la lampe de poche. Donc, voilà. Ensuite, une fois que cet état des lieux est fait, il faut bien prioriser toutes les tâches à faire pour la mise en conformité, parce que je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous l'avez déjà perçu. Et donc, il faudra un peu mettre des priorités, parce que finalement, en jour ouvrable, je ne sais pas s'il reste encore 6 mois, pour être en ordre. La gestion des risques. Donc là aussi, il y a un certain nombre de conditions. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y a certains moments où il va falloir analyser les risques et éventuellement faire appel d'ailleurs à la commission, à l'autorité de contrôle qui peut vous aider, vous dire oui, dans ce cas-là, il faut faire une analyse d'impact, il faut y aller. Et bien entendu, si vous en faites une, il faut définir quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que ces risques n'arrivent pas. Et puis après, préparer toutes les procédures pour se mettre en ordre. Dans des procédures, je vous donne un exemple, c'est requête. Qui va gérer la requête si quelqu'un demande son droit à la portabilité ou demande son droit à l'oubli ou à être effacé ou demande simplement à consulter ces données. Vous êtes obligé, je crois que c'est dans un délai de 30 jours, à envoyer les données à quiconque vous les demande, l'ensemble du pédigré que vous avez sur la personne, et y compris l'origine des données. Hein. Parfois, on n'a pas tellement envie de dire où on les a obtenues. Peut-être aussi définir une procédure de crise. Si vous avez une fuite de données, qui est-ce qu'il faut appeler? Est-ce que j'ai un DPO? J'en ai pas. À qui j'appelle? Téléphone de la CCU. C'est quoi la CCU? La Computer Crime Unit. Il faut les prévenir. Donc, tout ça, il faut le préparer et il faut le documenter. Parce que jusqu'à présent, vous le savez peut-être que certains l'ont fait, il fallait faire une déclaration préalable pour dire « je traite des données personnelles ». C'est plus obligatoire avec la GDPR, mais en revanche, sur requête de l'autorité de contrôle, il faut pouvoir montrer qu'on a bien fait son travail. Et donc tout ça doit être documenté. On doit tenir des registres de traitement, évidemment les copies des analyses d'impact, les contrats de transfert avec vos sous-traitants, parce que comme il y a aussi une responsabilité avec votre sous-traitant, parce que vous devez mettre des clauses, parce que vous devez bien définir son périmètre, tout ça doit être documenté. Et finalement, en fait, l'aspect documenté, je ne vais pas m'éterniser, j'avais noté encore quelques exemples ici. Oui, si vous avez un DPO, le DPO, de temps en temps, il va assister à une réunion, il va participer à l'analyse de risque, et il va faire un rapport. Tout ça doit se trouver dans la documentation. Donc la documentation, hyper important. Et d'ailleurs, le rôle du DPO, en fait, il est sur toute la largeur du périmètre. Et c'est évidemment mobile. Hein. Donc c'est pas parce qu'on est en conformité à partir du 25 mai 2018 qu'on a fini. Il faut de temps en temps revoir sa documentation, revoir. Il y a des nouveaux traitements qui arrivent, les réévaluer, voir s'il n'y a pas un risque, refaire une analyse d'impact et donc mettre à jour la documentation. Donc tout ça va vivre. Oui, petit détail. En fait, sur notre blog, on a fait un dernier article où on met tous les liens des références. Donc vous avez les 13 étapes de la CPVP, certains documents de la CNIL, donc n'hésitez pas à aller vous servir là-dedans. Et on va étoffer ça au fur et à mesure. Je pense qu'on mettra même les copies des slides là-dedans. Alors, je finis avec ceci. Comme vous l'avez vu, il faut mobiliser tout un certain nombre de compétences pour arriver à la mise en conformité. Peut-être que dans certaines entreprises, on a déjà un responsable de traitement, on a un DPO, on a un responsable informatique, une direction juridique et une direction marketing. Il faut bien se rendre compte que tous ces gens doivent travailler de concert, c'est hyper important. Mais je doute fort que l'entreprise wallonne moyenne dispose de l'ensemble de ces compétences en son sein. Donc c'est pour ça que, voilà, petit moment de pub, il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels pour gérer tout ça, y compris pour l'activité de DPO d'ailleurs, puisque on vous l'a dit, on peut externaliser le DPO. Réfléchissez d'ailleurs, comme l'a évoqué Maître Smeet, au risque que représente d'avoir un DPO en interne en termes de conflit d'intérêts en particulier. Merci Christian.
Bien voilà, beaucoup de choses, beaucoup de travaux à faire pour être en conformité. Nous sommes les techniciens. Donc, en technicien, on cherche un outil magique qui va permettre en tout cas de faire ces traitements beaucoup plus facilement ou au moins de fournir la plupart des rapports dont on a besoin. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je fais aussi ma petite pause marketing. UniOne est à votre service déjà depuis plus de 14 ans dans le Wi-Fi, le réseau, la sécurité et l'infogérance. Et à ce propos, je suis allé rechercher des vieux slides que j'avais présentés à l'équipe il y a 14 ans d'ici. Donc c'est encore avec notre vieux logo. Rien n'a changé. On a toujours cette logique d'être un centre d'opération avec des outils de monitoring permettant de gérer une infrastructure IT au quotidien. Et si on regarde cet autre vieux slide sorti des archives, on verra dans le fond à droite, près du réseau, un petit boîtier marqué Monitoring, Auditing, Central Logging. C'est vraiment l'endroit où là, nous avons choisi d'agir par rapport à la GDPR et sur tous les autres aspects de sécurité, bien évidemment. Toujours dans cette vieille série de slides que j'ai dû bassiner au public de l'époque à Technofutur, notre vision est assez simple. Une infrastructure qui fait ce que l'on attend d'elle et qui le fait bien, c'est une infrastructure qui a au moins respecté 4 critères, qui est correctement monitorée, qui est correctement sécurisée, qui est correctement backupée et surtout correctement maintenue. Et depuis 14 ans, nous avons sans cesse d'être toujours sur ces 4 axes, de faire de la veille technologique et trouver les solutions qui permettent de répondre à ces 4 besoins essentiels. Alors, comme je vous l'avais dit, le logo a un peu changé. Même si la vision n'a pas changé, il y a une conscientisation du besoin de notre métier et UniOne a choisi de vraiment se concentrer sur l'infrastructure, la sueur de CPU, la graisse de mémoire, tout ce qu'on trouve sous le capot, et de laisser les aspects juridiques, organisationnels et toutes ces choses-là à des gens dont c'est le métier. On se veut fournisseur de nouvelles technologies, on se veut un acteur régional. Il faut savoir que nous sommes installés pas loin d'ici, dans la Ponta Silicon Valley. Ce n'est pas très connu, on est les premiers, c'est normal. Et on s'est donné pour mission de fournir aux PME wallonnes des outils d'entreprise. Alors, beaucoup m'ont dit, mais on est des entreprises. En fait, dans le jargon informatique, quand vous trouvez des logiciels, des firewalls, des équipements, et même aussi dans le Magic Quadrant du Gartner Group, vous avez les produits Enterprise et puis les autres. Donc, les produits entreprises, c'est un secteur de marché qui ne concerne pas les entreprises qui font moins de 500 users, et je dirais même qui sont même plus grosses que ça, parce que dans la définition américaine de l'entreprise, on considère des comptes bien plus importants que nos petites PME wallonnes. Et quand on dit petite entreprise aux États-Unis, ça fait quand même toujours vraiment beaucoup de monde. Donc nous, on a travaillé là-dessus et on a choisi des partenariats forts avec différents éditeurs de solutions et nous mutualisons des licences, des logiciels pour être capable de vous amener le produit qui n'est soi-disant pas accessible aux entreprises de moins de 2000 personnes. Pour vous, TPE de 3 personnes, on peut vous libérer 3 licences. Ça, c'est vraiment l'idée de base et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le MSP, le Managed Security Provider ou le Managed Service Provider. Donc aujourd'hui, on a parlé de juridique et d'organisationnel. Moi, je vais vous parler de sécurité informatique et notamment, principalement, avec 2 produits qu'on met en avant aujourd'hui, qui sont les produits de l'éditeur Sophos et d'un autre éditeur moins connu, mais je pense qu'on va en entendre beaucoup parler dans les temps qui viennent, qui est Netrix. C'est super dur à prononcer, je me suis beaucoup entraîné. Dites Netrix. Alors, UniOne, en 14 ans, on a quand même quelques clients et beaucoup de clients fidèles dans tous les secteurs. Et les besoins de la sécurité, ils touchent absolument tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. Alors, sur le terrain, ça n'a pas fort changé non plus. En fait, on retrouve les mêmes bébêtes. On trouve des virus, des vers, des bots qui prennent la main sur vos machines,
des chevaux de Troie, comme on disait dans le temps. Mais en fin de compte, tous ces outils maintenant ont une mission, c'est de générer des revenus à leurs auteurs. Aujourd'hui, il y a 2 nouveaux acteurs. Il y a vraiment le fabricant de ransomware, et je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin j'imagine que vous êtes au courant de ce que c'est qu'un ransomware. C'est une bébête qui a permis de s'installer dans votre machine grâce aux autres bébêtes et qui décide de crypter tous vos fichiers et vous ne les récupérerez que si vous payez la rançon en question. Mais alors, ce qui devient vraiment vicieux, c'est que depuis peu, il y a des forges à ransomware qui sont disponibles. Pour mes concurrents qui sont dans la salle, ils vont peut-être fabriquer un ransomware spécial pour Unione, pour crypter nos fichiers. C'est tout à fait possible. Et s'il s'avérait que nous payions la rançon, vous toucherez 30% de la rançon que nous payerons aux pirates. Donc la vraie réalité aujourd'hui, c'est ça, c'est que la sécurité devient vraiment essentielle si vous ne voulez pas vous retrouver face à ce genre d'incident majeur. Et imaginez que non seulement il y a des gens dans des pays émergents qui fabriquent ces ransomware, mais votre voisin peut en fabriquer un juste pour vous. Ça, c'est une réalité, une nouvelle réalité, je dirais, dans le monde de la sécurité. Et la seconde, c'est l'auditeur de la certification de la loi machin qui va venir regarder si vous appliquez bien tout ce qu'il faut faire en matière de sécurité et de conformité par rapport à la protection des données à caractère personnel. Voilà, je l'ai dit. Mais au final, il y a un seul risque, c'est de perdre de l'argent, et beaucoup d'argent, soit en amende, soit en rançon, soit en réputation. Alors voilà, si on rebobine et qu'on se souvient pour certains de vieilles présentations que j'aurais fait dans les années 2000 à Technofutur, ben, en fin de compte, les choses n'ont pas fort changé. Si vous prenez tous ces textes de loi, si vous prenez toutes ces bonnes pratiques, ces normes ISO, vous allez retrouver au minimum ces 3 trucs-là. L'équation du risque, qui dit le risque résiduel, c'est la valeur que je veux protéger face à une menace qui est grande ou pas, mais qui surtout va exploiter la vulnérabilité de mon infrastructure. Et si je veux compenser ce risque, je peux mettre en place des contre-mesures. Alors, comme je l'ai déjà maintes fois expliqué, des fois, il suffit d'enlever la vulnérabilité, on n'a pas besoin de contre-mesures, parce que le terme supérieur passe à 0, 0 sur quoi que ce soit, ça fait 0, 0 fois quelque chose, ça fait 0. Il n'y a plus de risque résiduel. Donc c'est ça qui est important dans votre approche, c'est de réfléchir, pas nécessairement d'abord en termes de contre-mesures, mais surtout par rapport à la vulnérabilité de votre infrastructure. Alors ensuite, il y a les 3A, c'est quelque chose qu'on a toujours vu dans le monde de la sécurité. J'ai mis les 3A parce qu'en français, ça ne faisait pas 3A. Authentification, autorisation et accounting. Le dernier A, c'est la cerise sur le gâteau et c'est ce que je vois peu en entreprise depuis 14 ans et au-delà. C'est cette faculté qu'ont les techniciens à garder des logs, des traces et suivre le changement, qui a fait le changement, pourquoi il a fait le changement, etc. Et maintenant, ça devient vraiment une réalité. Donc on pourrait dire que, en fait, la GDPR, c'est le momentum pour vraiment mettre de la sécurité dans les entreprises. Et le dernier point, c'est des moyens mémotechniques. Donc si vous retenez l'équation du risque, les 3A et CIA, vous pouvez prétendre déjà un poste de responsable sécurité informatique. CIA, je dirais que dans le moyen mémotechnique du CIA, c'est plutôt au niveau du C où on n'a pas spécialement beaucoup travaillé ces dernières années, sur l'aspect confidentialité. Je vois très peu d'entreprises aujourd'hui qui encryptent leurs données. Elles les encryptent dans le transport, quand ils font un VPN, quand ils se connectent à distance, mais par contre, quand ils se baladent avec leur laptop, je suis moins sûr que le contenu soit vraiment crypté. Et quand ils se baladent avec leur super smartphone, avec toute leur Dropbox dedans, je suis aussi moins sûr que le contenu soit tout à fait rendu confidentiel. Donc voilà, alors quid de la GDPR? Je pense qu'ils en ont assez parlé, et puis moi je ne suis vraiment pas juridique, je vais vraiment m'intéresser à l'aspect technique. Alors premièrement, un nouveau venu dans notre catalogue, c'est le logiciel Netrix Auditor. Je ne vous ai pas fait une démo pour ne pas faire d'effet démo, comme ça je suis sûr, un slideshow ça marche toujours, ainsi que des captures d'écran.
En une phrase, c'est la phrase de l'éditeur. Hein, donc là, j'applique plus du tout la règle de Kawasaki qui dit que les slides doivent être faciles à lire. Donc je vous ai fait une autre version beaucoup plus simple. Donc en fait, Netrix Auditor, c'est un logiciel, c'est du soft, qui va collecter les traces d'accès à tous vos fichiers, qui va détecter les changements, tout type de changement, donc modification, mais modification des permissions, effacement, ce genre de choses. Et il va stocker tout ça dans une base de données pour au moins 10 ans. C'est ce qu'on va voir ici. Alors ça, c'est pour les techniciens. Ils aiment bien aussi la version 1 slide. Donc le principe de Netrix, c'est un système qui va aller collecter dans vos serveurs toutes les traces. En fait, la fonctionnalité d'audit chez Microsoft, aussi loin que j'ai pu gérer des serveurs Microsoft, ça existe. Donc je vous parle des années 90. Donc dans vos serveurs, vous avez la possibilité d'avoir un audit permanent et d'avoir une trace de tout changement, toute lecture, toute écriture, etc. Ça génère des quantités de logs monstrueuses, des millions de lignes par jour, dès qu'on a une entreprise d'une certaine taille. Et donc, ce que va faire Netrix, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, ou à la fréquence qu'on a décidé, il va aller relever tous ces journaux, et via un algorithme qui est le leur, vont stocker tout ça dans une base de données bien structurée pour pouvoir faire parler ces logs. Et ils vont permettre, je vais vous le montrer dans les écrans qui viennent, de fournir un outil de recherche dans cette quantité phénoménale de logs, de fabriquer des rapports qui ont déjà été faits pour vous et pour nos amis DPO, contrôleurs, auditeurs, etc. On clique sur un bouton, on a le rapport machin GDPR. Et si vous avez un autre audit qu'on vous demande aussi, vous en êtes où par rapport à l'ISO 27000 ? Un clic, vous sortez le rapport, et vous êtes déjà pas mal avancé. Vous n'avez pas évidemment toutes les procédures et tout ce qui va avec, mais vous avez déjà au moins une grosse partie des registres qui vous sont demandés. Et aussi des alarmes en temps réel. Ça, c'est une demande, par contre, que j'ai depuis au moins 20 ans. C'est dire, est-ce que tu pourrais me faire un truc que si un commercial se barre avec le fichier de clientèle, que j'ai une alarme ? Ben oui, maintenant, on peut le faire. Donc, le produit est capable de détecter que, bizarrement, quelqu'un est en train de copier tous les fichiers dans un disque USB, ou que, bizarrement, quelqu'un est en train de faire une requête sur la table contact et faire un select étoile, et qu'il est en train d'essayer de prendre tous les contacts de l'entreprise. Oui, on sait le faire. Et oui, en plus, on peut faire une alarme en temps réel. Et oui, en tant que chef d'entreprise ou DPO, vous pouvez avoir un SMS en disant « il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de prendre vos données ». Et oui, aussi, le système va surveiller en permanence votre infrastructure et vous pourrez détecter ce qui se passe en dehors des heures de bureau, parce que là, il se passe des choses suspectes. Et c'est demandé par la norme, et c'est un rapport qui sort systématiquement du système. Voilà, je pourrais encore vous en parler beaucoup, je sais que le temps m'est compté, mais en tout cas, c'est un produit extrêmement puissant et tout à fait à la portée de notre clientèle qui est la PME wallonne, qu'elle soit de 1, 5, 20 ou 500. Après, je ne sais plus la définition de la PME wallonne. PME européenne, c'est 250 ? OK. La PME américaine. On peut faire des PME américaines de 5000 personnes. C'est possible aussi. Ah, j'en ai sauté un. Donc, le logiciel, qu'est-ce qu'il va vous fournir ? Donc, sur cette base de données dans laquelle il y a des millions et des millions d'enregistrements, le moteur va vous fabriquer un beau tableau de bord pour vous dire quelles sont les dates où il y a eu le plus de changements. Et vous voyez l'activité de votre entreprise. Vous pouvez voir comme ça aussi si tout le monde fabrique autant de documents qu'ils le disent. Et détecter un pic d'activité. Donc, soit votre équipe s'est mise à travailler comme des dingues, soit il y a quelque chose de suspect. Et donc, le principe, c'est que sur un pic, vous allez pouvoir cliquer, zoomer et aller voir exactement ce qui s'est passé. Vous allez voir aussi sur les serveurs ce qui se passe. Vous allez voir aussi dans votre équipe qui a fait le plus de changements. Bon, là, on verra avec les juristes si on peut, parce qu'il y a la CCT 81 sur la loi de la mise en place des moyens de contrôle en entreprise. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on peut détecter, tiens, c'est bizarre, l'administrateur de mon système a fait beaucoup de changements. Et donc là, ça peut devenir vraiment inquiétant. Et des changements dans le serveur de fichiers. C'est bizarre. Donc voilà, vous allez pouvoir avancer, aller dans un niveau de détail pour savoir qui
a changé quoi, dans quelle application, et vous gardez ces informations pour 10 ans ou plus, c'est qu'un paramètre dans le système. Vous allez vous retrouver avec un moteur de recherche à la Google, une seule ligne de recherche, et quand on clique sur les petits icônes au-dessus, ça vous aide à fabriquer les mots-clés. Et donc vous pouvez vous dire, je voudrais savoir qui a été dans le dossier des ressources humaines entre telle date et telle date, et vous aurez directement la liste de ce qui s'est passé, et ce pour 10 ans. Le système fournit plus de 400 rapports, et ce ne sont pas des options. Donc les 400 rapports vous sont donnés avec la licence, vous avez l'intégralité du logiciel, il n'y a pas de coûts cachés, les coûts ne sont liés que au système que vous voulez surveiller, j'y reviens après. Mais on voit par exemple SOX Compliance, SOX c'est aussi Sarbanes-Oxley, c'est aussi des règles qui sont de bonnes pratiques dans le monde de la finance. Eh bien, Netrix va vous fournir ça au même titre que la GDPR, au même titre que l'ISO 27000, au même titre que le PCI DSS, etc., etc., etc. Alors, tous ces rapports, vous pouvez y souscrire, et donc les recevoir dans votre mailbox à intervalles définis, ou dans la mailbox du DPO, ou directement chez l'équipe GDPR Agency qui va interpréter ces rapports-là, et dans différents formats, PDF, Excel, Word, et ainsi de suite. Tous ces rapports peuvent servir à générer des alarmes. Donc on peut prendre un rapport et dire, s'il y a quelqu'un qui copie 1000 fichiers dans l'espace d'une heure, en dehors des heures de bureau, je veux tout de suite une alarme, le système va vous le faire. Et enfin, et ça c'était un des aspects que j'ai entendu tout à l'heure, souvent votre serveur, vous n'en occupez pas, vous confiez ça à des sous-traitants. Et bizarrement, après qu'il soit passé, il se passe des trucs bizarres. Vous avez la possibilité avec Netrix de filmer, enfin, ce n'est pas une caméra derrière l'utilisateur, donc le serveur va capturer les déplacements de souris, les déplacements d'écran, tous les clics, etc. Il va filmer ce qui s'est passé. Et donc, vous pouvez dire, moi, je veux que quand on utilise un compte qui est membre du groupe des administrateurs de mon réseau, et donc il y a tous les droits, je veux que ce soit filmé. Et je veux garder une trace pendant 30 jours. Parce qu'évidemment, ça prend un peu de place, mais le format de vidéo qui est fabriqué par Netrix est de résolution moyenne et un nombre d'images par seconde raisonnable pour pas que ça prenne trop de place dans le serveur, bien évidemment. Et ça permet aussi de couvrir tout ce qui n'est pas couvert par le produit, parce qu'il détecte un nom de fenêtre, un contenu de fenêtre. Et vous pouvez, c'est une démo que les gens de Netrix aiment bien faire, c'est dire, moi, si quelqu'un tape avec des droits d'administrateur une requête qui est comment casser le mot de passe d'un utilisateur, je filme. Donc ça, on peut le faire, par exemple. Voilà, alors Netrix existe pour le monde Microsoft en général, donc tout ce qui est serveur, Active Directory, c'est là où on crée tous les mots de passe, où on met les utilisateurs dans des groupes. C'est essentiel que Netrix s'en occupe parce qu'il doit garder l'info pendant 10 ans. Donc Netrix va en plus faire un backup pour vous de tous ces utilisateurs et de tous ces groupes. Et Netrix couvre le monde des serveurs de votre entreprise, mais il couvre aussi des aspects dans le cloud. Si vous êtes en Office 365, le produit est tout à fait compatible. Et nous pouvons fournir une version de Netrix dans notre cloud privé entre Mons et Zaventem. Il couvre Oracle et il est RESTful, ça c'est pour les techniciens s'il y en a dans la salle. Ça veut dire que le produit peut être étendu vers d'autres technologies, d'autres applicatifs. On peut dialoguer avec le produit. Et le produit fournit déjà gratuitement de la connectivité pour exploiter les logs des systèmes Cisco. Et j'en ai vu parler tout à l'heure de Amazon Web Services. Vous avez peut-être hébergé des trucs chez Amazon. Eh bien, vous pouvez demander à Netrix d'intégrer ça dans tout son système de reporting et d'alarme. Et sûrement bien d'autres choses qui vont venir à votre demande, j'en suis sûr. Voilà pour Netrix. Le représentant européen est dans la salle. Vous pourrez le questionner après la présentation. N'hésitez pas. Et nous sommes disposés aussi à organiser des démonstrations pour ceux qui le souhaitent. Autre point. UniOne est dans le monde des firewalls et personnellement depuis plusieurs vies précédentes, depuis fin des années 90. On a eu l'occasion de toucher à toutes sortes de marques de firewall et on en connaît beaucoup de marques et on les manipule quasiment toutes.
Mais l'entreprise qui, à notre sens, a le plus évolué en matière de sécurité et à destination des PME, je reviens toujours là-dessus, c'est Sophos. Sophos a eu l'idée brillante de faire dialoguer tous les composants de sécurité pour que quand un utilisateur qui se chope un virus, que l'antivirus parle au firewall pour prendre des précautions. Ou à l'inverse, que le firewall n'autorise plus qu'on se connecte dans le réseau avec un équipement qui n'a pas d'antivirus. Ou qui n'autorise plus qu'on accède au serveur s'il n'y a pas d'encryption de données sur les fichiers. Et tout ça dans un environnement qui est gérable en un point central qui s'appelle le Sophos Central, qui est un service dans notre cloud privé, parce que toujours dans cette idée de mutualiser pour les PME. Et de là, on va pouvoir fournir un tableau de bord où on voit toute la sécurité d'une entreprise. On a, en termes spécifiques par rapport à la GDPR, l'aspect, le I de CIA, non, le C de CIA, donc la confidentialité. On a un produit qui s'appelle Safeguard, qui va permettre de crypter tout ce qui se trouve dans votre entreprise, que ce soit sur des PC Windows, sur des Mac, sur des smartphones, quels qu'ils soient, et d'avoir une console de gestion centrale. Et malgré que c'est de l'encryption, le système ne vous ralentit pas dans vos opérations. C'est une technologie très avancée que Sophos a racheté à une entreprise dont j'ai oublié le nom, mais qui était très connue pour le faire. L'encryption des mails. Alors ça, c'est un truc incroyable. Je crois que le protocole SMTP/S ou le TLS, enfin tous ces machins qui permettent de faire du mail crypté et de les signer, ça existe depuis au moins 30 ans. Et ça se met très peu en place. Je ne pense pas que vous recevez beaucoup de mails cryptés ou avec une signature. Alors, je sais bien qu'il y a toujours des exceptions, mais on en voit très peu. Sophos rend ça très facile et très accessible. Ça se passe dans le flux de la messagerie, ça se passe pour vous. Et ça peut même se passer sur base d'analyse de ce qu'il y a dans le mail. Et donc Sophos peut détecter que ce mail contient des informations sensibles et d'exiger que ce mail soit encrypté ou de l'encrypter. Donc comme je le disais, on couvre la messagerie, on couvre les smartphones, on peut effacer à distance un smartphone qui viendrait d'être volé, on peut faire en sorte qu'un smartphone ne sache plus se connecter à l'entreprise s'il a été déclaré comme volé, on peut faire en sorte qu'un smartphone ne puisse pas se connecter à l'entreprise s'il ne contient pas les outils de sécurité qu'on a définis. Et donc ça, c'est très important, pouvoir avoir une politique de sécurité globale. L'image qu'on se fait souvent de la sécurité, c'est le tonneau. Et s'il y a un des aspects qui pose problème, c'est par là que l'eau va s'écouler. Ce sera la planche qui sera plus courte sur le tonneau. Les menaces, n'oublions pas les ransomware. Donc, pour y arriver, Sophos a fait l'acquisition d'une technologie qui s'appelait Hitmem Pro, qui est totalement intégrée au centre de contrôle et qui, lui, va détecter les demandes d'encryption et va garder les premières encryptions, parce qu'un utilisateur a le droit d'encrypter des fichiers, mais va vraiment s'inquiéter du nombre d'encryptions demandées, comment elles ont été demandées, et va interrompre le procès s'il s'avère qu'on est face à un ransomware, et va faire marche arrière pour qu'aucun fichier n'ait été affecté. Et ensuite, nous, en tant que prestataire, on aura un tableau de bord qui nous dira par où il est rentré, ce qu'il a fait, comment il y est arrivé, et on pourra mettre encore des contre-mesures en plus pour que ça n'arrive plus. Et vous n'aurez rien perdu, surtout. Voilà, donc vous avez un superbe outil avec de très beaux tableaux de bord, et c'est là où nous intervenons dans l'interprétation de tous ces résultats. Alors, c'est quoi la solution d'UniOne ? Suspense. Alors, ce qu'on a fait, et c'était sur mon slide il y a 14 ans, on a réalisé une petite appliance, une box. C'est une petite machine, mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que le rêve devient réalité. Dans la petite machine, il y a quand même un quad-core avec 32 Go de RAM et 500 Go de disque SSD. Enfin, un monstre, quoi. Mais tout à fait abordable. Et dedans, on a regroupé plusieurs technologies. Donc, on a d'abord mis dedans nos outils de gestion de parc informatique pour que l'outil soit autosuffisant et qui permette le déploiement des outils de sécurité et des outils d'audit facilement. Et c'est le canif suisse, mais je dirais canif wallon,
qui va nous permettre d'aider l'équipe de la GDPR Agency, de faire un audit de l'infrastructure, de fournir des rapports pour dire voilà l'état des lieux et voilà ce que nous, on pense qu'il y a à faire. Il va simplifier la gestion des produits dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va surveiller l'infrastructure. Il va backuper les données sensibles. C'est quand même un aspect important, mais nous, on peut fournir un backup supplémentaire avec de l'encryption et encore bien d'autres choses. Mais je pense que ce serait l'objet d'une autre présentation que je peux vous organiser à la demande, bien évidemment. Et je n'ai pas mis la photo de la box pour laisser un peu de suspense. J'en ai une, elle est au bureau. Et cette box ne vient pas seule. Donc, on a besoin que son déploiement soit encadré, et donc notre partenaire est là à ce niveau-là. La maintenance est gérée par notre Security Operations Center, et nous fournissons un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, avec du personnel qualifié pour maintenir ce petit outil. Et l'interprétation des résultats et des rapports peuvent être partagés avec la GDPR Agency, qui, eux, vous feront un avis organisationnel et juridique sur la chose. Ah, combien ça coûte? Ah, mais... J'avais hésité à le mettre sur le slide. On a essayé de vous trouver une solution qui soit acceptable, facile à mettre en œuvre et qui soit en mode service. Et donc, on sait que 100 €, c'est une barrière psychologique, donc on l'a mis à 99 €. C'est le prix sur lequel on veut se tenir et faire le plus d'efforts en termes d'industrialisation, d'automatisation, de reprogrammabilité. Je suis certain qu'on va perdre de l'argent sur les premières installations, mais je suis certain aussi que c'est vraiment un besoin nécessaire aux PME et ça doit se faire dans un budget qui est tout à fait raisonnable. Et donc on parle ici de 99 € par mois pour 5 personnes. Et si c'est 10 personnes, ce n'est pas 2 fois ce montant-là. Hein. Donc ça ne part pas, c'est ni linéaire ni exponentiel, ça avance doucement. Et c'est tout inclus. Le matériel, la prestation, le logiciel, la maintenance. Aussi simple que ça. Et évidemment, il y a des formules sur mesure qui existent. Et s'il y a des gens intéressés dans la salle pour nous aider à livrer la PME wallonne, on a un modèle de partenariat qui est prévu. Unione a l'habitude d'être un acteur de l'ombre, mais si on veut arriver à faire notre job de MSP, il faut que nous atteignions 2000 licences et plus pour pouvoir ramener le prix à l'unité le plus bas possible pour la PME wallonne. Nous, on est déjà dans les 2000. Donc c'est pour ça qu'on sait vous proposer des tarifs de cet ordre-là. Tout d'abord, merci. Et comme le dit Jean-Claude Van Damme, be aware. Je finis toujours mes slideshows avec ça. Mais c'est une grande phrase, c'est un grand homme, et c'est vraiment un visionnaire. Vous devez être au courant de ce qui se passe dans votre entreprise. Voilà, ça y est. Ça n'a pas été trop douloureux. Tout le monde ne s'est pas endormi. Merci.